Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour découvrir ensemble cette odyssée de l'ardoise à l'heure de l'exposition universelle de Dubaï. J'ai construit cette conférence sur la trame d'un voyage d'études que j'ai pu réaliser sur place et préalablement sur également un travail de recherche qui avait été effectué au contact de grandes régions françaises ardoisières, euh, en interrogeant notamment leur contribution dans le cadre de la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Vous savez que la France a énormément exporté d'ardoise et l'exposition universelle est une façon de revisiter et de réaliser un voyage dans l'espace et dans le temps. Redécouvrir un voyage, celui des Indes bleues, sous le prisme d'aventure, aventure au pluriel et de découverte également, de relations qui se sont aussi tissées entre des régions à l'échelle de l'Europe. Je pense à l'Anjou et l'Europe du Nord, mais on penserait également à la Bretagne, à la Normandie, aux Ardennes, qui ont créé aussi des courants d'exportation, une mer d'ardoise qui s'est ouverte à d'autres cultures. Et puis, la géologie, en tous les cas, le schiste ardoisier est en quelque sorte un jumelage des éléments, mais aussi un jumelage des symboles, puisque nous allons regarder ensemble comment la dimension silencieuse et éternelle de l'ardoise a été perturbée par l'audace de grands architectes autour d'un matériau noble qui semblait justement à jamais imperturbable. Alors, l'ardoise est aussi source de créativité, d'innovation culinaire, alimentaire. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les quernons d'ardoise que vous avez ici en photo. Une fine, imaginez la plus fine des nougatines associée à un chocolat bleuté. Ici en photo qui donne très envie, une spécialité angevine que vous pouvez retrouver dans le département du Maine-et-Loire et qui se veut une métaphore assez exceptionnelle autour de la créativité qu'il est possible de déployer autour de cet or bleu qui est l'ardoise. Alors, très rapidement, les philosophes, et en particulier John Locke, se sont intéressés et ont voulu marcher sur les traces des ardoises. Dès 1678, John Locke va visiter un certain nombre d'ardoisières en France dans le cadre, et vous avez une carte intéressante qui apparaît sur la droite, dans le cadre d'un tour de France que réalise un certain nombre d'intellectuels, de philosophes, pas seulement britanniques, et qui viennent véritablement observer sur le terrain ce que justement sont les premières formes de développement manufacturier, de révolution industrielle, de valorisation de ressources, de matériaux, de découverte également de l'ensemble des richesses liées aux mines et à la géologie. Et John Locke sera notamment de passage et en visite à Angers et à Trélazé et va décrire son séjour et ce que lui inspire la vie dans un carnet de voyage qu'il est possible de retrouver aujourd'hui et qui est consacré à ce Tour de France dont la destination finale à l'époque était Montpellier, qui attirait beaucoup John Locke à travers son statut de capitale savante et scientifique, notamment autour de la médecine. John Locke progresse, vous voyez l'itinéraire de son Tour de France et se rend à la rencontre en visite dans des villes d'innovation du royaume. Il manifeste un intérêt à l'égard notamment de manufactures de soie à Nîmes, à Castres, l'école de médecine de Montpellier que j'ai mentionnée, et également des forges qu'il découvre sur les bords de Loire et en particulier les forges de la Chaussade. Il y a dans les relations transmanche énormément d'innovations et finalement ce qu'on vit aujourd'hui aussi avec le Brexit peut-être interroge la façon dont on se projette aujourd'hui sur les cartes et comment l'interdépendance européenne a été constamment balayée, remise en question. Mais quelles que soient les guerres et les conflits qui ont pu se produire, eh bien, de grandes personnalités intellectuelles, influenceurs, écrivains,
des philosophes. Alors, parmi les philosophes écossais des Lumières, on pense à Adam Smith, David Hume, ont, malgré les vagues indisciplinées de la Manche, ont constamment voulu s'inspirer des échanges qui existent transmanche entre la France et le Royaume-Uni. Et ces différents tours de France qui ont marqué justement la vision de ces intellectuels sur les changements à venir peuvent aussi nous inspirer vis-à-vis de la vie de tempête que représente actuellement le Brexit. C'est aussi l'occasion peut-être de marcher sur des chemins de mémoire riches et complexes avec nos voisins anglo-normands, anglo-saxons, nos voisins britanniques. Alors, le lycée de l'Ardoise est à redécouvrir aujourd'hui parce qu'au-delà de cette interdépendance européenne et de cette innovation qui a soufflé sur les toits européens, notamment à la suite du grand incendie de Londres, puisque du jour au lendemain, on a abandonné le chaume, mais on a en contrepartie décidé de couvrir d'ardoise des habitations et de grands monuments. Eh bien, explorons ensemble cette odyssée de l'Ardoise aujourd'hui, comment les matériaux biosourcés peuvent aussi témoigner de nouvelles évolutions dans les villes du futur, y compris aux portes du désert. Alors, ce voyage de l'Ardoise, j'ai tenu à l'explorer dans un petit un ouvrage qui est né à la suite d'années d'expatriation et d'une vie professionnelle à Londres. Et ce voyage de l'Ardoise vers l'Angleterre m'a amené à m'intéresser en particulier à des relations qui ont pu exister à travers notamment le canal de Nantes à Brest, cette voie bleue de l'Ardoise qui a fait prospérer un certain nombre de carrefours, de cités ardoisières qui s'étaient notamment ouvertes aux axes maritimes. Dans le Finistère, on pense à des cités de l'Ardoise comme Port-Launay, Châteaulin, en rappelant que l'église Saint-Maclou à Rouen a été en partie couverte par justement des ardoises qui venaient de ce bassin. Et en Anjou, bien entendu, dans le Segréen, Juigné-sur-Loire, Saint-Barthélemy d'Anjou, le Candéen, cette mer d'ardoise conserve encore aujourd'hui des traces de cette activité du passé où les carriers fondaient, coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise définitive. Des photos ici d'archives apparaissent sur la commission des ardoisières d'Angers, que vous voyez ici à travers le modèle d'une mine. Alors, il y a eu des mines à ciel ouvert et des mines qui sont allées extraire du schiste dans les profondeurs. En faisant appel aussi à énormément de corps de métiers différents, y compris des couvreurs, des voltigeurs dans tout l'aménagement des bâtiments couverts d'ardoise. Alors, ces échanges transmanches, comment les voir aujourd'hui à l'heure d'une exposition universelle? Comment les mettre en relation avec toutes ces nations anglophones du Commonwealth qui regardent toujours Londres comme une capitale financière et culturelle de premier plan du monde anglophone? Et comment, aux portes du désert, dans les villes du futur que sont Dubaï, eh bien, l'Ardoise peut aussi semer de nouvelles connexions à l'image de nombreuses diasporas qui ont déjà voyagé. Ici, vous avez l'exemple des Concarnois de Trélazé. Vous savez que la crise de la pêche qui avait frappé Concarneau et plusieurs ports du Morbihan a amené aussi son lot de transition et beaucoup de Bretons sont partis s'installer, notamment dans les mines bleues en Anjou. Et lorsque l'Ardoise sera moins compétitive, ce sont des familles portugaises qui viendront notamment s'installer dans ces communes, en particulier à Trélazé, où sera justement lancé un jumelage entre cette commune du Maine-et-Loire et Valengon au Portugal. Il existe aussi une relation triangulaire qu'on a un peu oubliée avec l'Europe et les Antilles, puisque, vous le savez peut-être, Louis XIV avait passé un accord avec le roi de Suède pour transformer Saint-Barthélemy aux Antilles en port franc suédois en l'échange d'un droit d'entrepôt sur le port de Göteborg. Et à cette époque-là, le XVIIe siècle connaissait un véritable essor des exportations d'ardoise par voie maritime, en particulier vers l'Europe du Nord. Et cela montre à quel point, finalement, les jeux d'alliance, les cartes et toute forme de partenariat peut se révéler utile dans la mondialisation des échanges.
Alors, un événement fort en Europe qui a complètement révolutionné l'utilisation des ardoises, c'est la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Ces ardoises vont faire souffler à l'époque un vent de modernité sur les toits européens et c'est la fin du chaume qui marque, comme je vous l'indiquais, le début d'une nouvelle ère. Cet incident ravageur s'est matérialisé le 2 septembre 1666 à 1 h du matin où un boulanger qui préparait une fournée a été confronté à un accident domestique et la boutique s'est mise à flamber comme une torche. L'incendie avait dévoré à 3 h du matin 300 maisons et plus de 13 000 autres brûlèrent encore. Et avec la sécheresse de l'été et un vent fort, les foyers ont progressivement ravagé les docks de la Tamise, les stocks d'huile, d'alcool, de charbon en explosant et en projetant des flamèches sur l'ensemble des rives. En 4 jours, les 4/5 de Londres furent réduits en ruines. Alors, une transition aujourd'hui avec Dubaï, intéressante, puisque vous savez qu'on associait souvent en Angleterre les ardoisières aux Indes bleues pour comparer la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'ardoises, dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Et ces ardoises ont fait souffler à l'époque un vent de modernité sur les toits européens, en particulier lors de la reconstruction de Londres, à la suite du grand incendie de 1666. Et le pavillon France aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition universelle Lumière, témoigne entre guillemets de cette évolution, puisque les ardoises photovoltaïques colorées du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï sont en réalité inspirées des nymphéas de Monet. Le parcours de Monet offre un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise. Vous savez que ce génie de l'impressionniste a, dans un premier temps, lorsqu'il était jeune artiste, développé une grande partie de ses premières commandes justement à Londres. Alors, nos régions sont aussi, nous apportent des témoignages extrêmement éclairants d'exposition universelle. Je repense souvent au parc oriental de Molévrier, qui est devenu le plus grand parc japonais, jardin japonais d'Europe. L'architecte Alexandre Marcel avait, dans ce jardin, voulu reproduire des moules qui provenaient de l'exposition universelle de 1900, où il avait été chargé de la réalisation de 3 pavillons. Celui du Cambodge, celui de l'Espagne et celui de la compagnie des messageries maritimes, qui s'appelle le panorama du tour du monde. Alors, des pavillons qui, aujourd'hui, au-delà de l'ardoise, épousent vraiment la vision de l'architecture bioclimatique. Ici, vous en avez un exemple, c'est le pavillon Belgique, qui est assez exceptionnel, comme vous le voyez, à travers une structure en bois, et également un système d'arrosage par gravité qui permet une végétalisation très forte sur ce pavillon. L'exposition universelle de Dubaï, c'est aussi des pavillons extrêmement avancés, celui notamment de Singapour, la place aussi que comptent occuper les Pays-Bas dans la relation de Silicon Valley de l'économie circulaire, la gestion des déchets, l'économie circulaire, et c'est quelque chose qui va certainement faire bouger de grandes capitales européennes, de grands centres financiers. Ici, vous avez l'exemple de Londres à travers la finance verte. Chaque exposition universelle se veut être une expérience exceptionnelle. Et justement, c'est vraiment l'ambition de Dubaï que les portes ne se referment jamais pour continuer à connecter les esprits et construire le futur. Et c'est aussi une boussole créative pour l'ardoise, pour les matériaux biosourcés dans un monde que l'on souhaite de connexion illimitée. Ici apparaît le site de l'exposition universelle qui lui-même était structuré en 3 districts différents, un district mobilité, un district opportunité et un district durabilité. L'ardoise voyage sur ces 3 districts. Ses visiteurs, pour rejoindre et bénéficier de ce lot de découvertes, dans le cadre de l'exposition universelle, ont la possibilité d'accéder au site à travers un métro. Donc, vous avez ici une photo conçue par un consortium franco-japonais.
Dubaï est vraiment un moment, l'exposition est vraiment un moment pour créer, innover et collaborer ensemble. Et c'est comme ça qu'a été véritablement conçue cette exposition, comme un large forum, comme une manière de voir le monde à travers 192 façons et d'explorer le pouvoir de connexion pour justement façonner le monde de demain. C'est l'une des ambitions de cette exposition universelle à travers l'architecture, la culture, les innovations uniques des organisations et surtout des 192 pays participants. C'est ce qui rend l'expérience tout à fait unique, c'est de découvrir comment finalement des pavillons du monde entier mettent en lumière comment des technologies, des idées du futur peuvent aider à créer un monde plus équilibré, harmonieux, qui fait appel à l'inventivité et à l'innovation. Cette innovation qui remonte depuis quasiment 170 ans, je voudrais à ce titre vous parler du Crystal Palace, puisque la première exposition a été notamment une initiative londonienne, britannique, et progressivement le monde s'est approprié ces grands rendez-vous. Des ordinateurs ont vu le jour et ont été exposés au grand public à travers plusieurs expositions, de Londres en 1862 à celle de 100 ans plus tard à celle de Seattle aux États-Unis, grande terre d'aéronautique, de Microsoft, d'Amazon, et de nombreuses solutions numériques encore aujourd'hui très prégnantes dans le e-commerce. La capacité à communiquer, la téléphonie, ce sont aussi plusieurs expositions universelles, celle de Philadelphie en 1876 et puis celle d'Osaka en 1970 qui a montré comment finalement l'évolution des téléphones, les technologies des téléphonie mobiles pouvaient nous offrir aussi de nombreux usages et de nouvelles applications. L'alimentation, ne l'oublions pas, beaucoup d'innovations alimentaires sont nées et ont fait leur début dans le cadre d'expositions universelles, le popcorn, le ketchup, à Philadelphie, les cônes de crème glacée plus originales à l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri. Et puis une exposition universelle, ce qui fait le parallélisme avec l'Ardoise, c'est une vitrine en matière d'architecture. De grandes prouesses architecturales sont réalisées, de grandes entreprises de technicité, de grands savoir-faire en matière d'assemblage de matériaux sont aussi mis en avant. Et justement, cette pièce originelle que vous voyez ici est en quelque sorte un beau témoignage de l'exposition universelle de Paris en 1889, puisque a été rendu un très bel hommage à travers la participation de Nathalie Kemedy, consul général de France à Dubaï, revalorisant l'escalier originel de la Tour Eiffel dans un parc, le parc Al Forzan à Dubaï, et qui est un lieu de verdure, de repos pour l'ensemble des visiteurs de l'exposition universelle. Des structures historiques, avant de faire appel à l'Ardoise, on fait appel, je vous ai parlé du Crystal Palace, on fait appel à des innovations techniques et technologiques tout à fait emblématiques. En 1851, à Londres, vous avez ici la photo qui apparaît de ce grand monument. La Tour Eiffel à Paris, lors de un grand symbole de l'exposition universelle de 1889, et puis d'autres symboles, à Chicago, la Grande Roue de George Ferris, l'Atomium pour l'exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1958, en référence bien entendu à l'atome et doté d'un des ascenseurs à l'époque les plus rapides au monde. Space Needle à Seattle pour l'exposition universelle de 1962 qui vous invite à regarder le ciel à travers une flèche d'une hauteur de 185 mètres et à son sommet un restaurant qui existe toujours, restaurant panoramique, restaurant tournant, qui offre une vue exceptionnelle sur le Puget Sound, le bras du Pacifique qui rentre dans la baie de Seattle.
Il y a aujourd'hui à Dubaï une très grande place, à Wasal Plaza, qui se veut un grand dôme autoportant pour accueillir des grandes manifestations, des concerts, des performances artistiques et créatives, et qui est une pièce centrale de l'exposition universelle qui a vocation à rester l'élément emblématique de District 2020, qui sera le quartier qui verra le jour à partir du 30 mars prochain. Alors, d'autres innovations, là, je vous propose un petit détour à travers le bois, puisque l'ardoise a aussi besoin de charpente, et vous avez notamment dans ce domaine le pavillon Canada, qui est tout à fait remarquable. Le Canada qui aussi a beaucoup travaillé la vision qu'il porte sur des éléments à travers une œuvre qui s'appelle Forward, qui se veut être un tunnel numérique qui change perpétuellement de forme, de motif et de direction. Et cette œuvre fait allusion à l'avenir si fragile que le simple fait d'y penser peut changer le cours. Alors, est-ce que l'année 2022 sera meilleure? C'est une réflexion qu'il est possible de se poser, d'autant que l'une des innovations du pavillon à Dubaï est le pavillon des femmes. C'est une innovation reprise dans le cadre du Women Building qui avait été conçu pour l'exposition universelle de 1893 et qui s'était tenu à Chicago. L'espace comprenait à l'époque un lieu d'exposition, une salle d'assemblée et une bibliothèque. Et dans le hall d'honneur, il était possible de retrouver cette formule que je vais vous lire. Il faudra beaucoup de temps avant qu'une telle agrégation du travail des femmes, comme on peut le voir maintenant dans le Women Building, puisse être à nouveau rassemblée de toutes les parties du monde. Alors, ce Women Building est né de l'implication d'une franco-américaine, Bertha Honoré Palmer, qui a associé derrière elle un certain nombre de militantes de la ville de Chicago et qui ont défendu un plaidoyer pour qu'une place leur soit tout particulièrement accordée dans la planification et les expositions, avec notamment l'idée qui avait été suggérée à l'époque de créer un département des femmes, le Women Department for the Fair. Et ces activistes provenaient de diverses organisations de femmes impliquées dans la philanthropie, l'éducation ou les droits civiques. Ici, vous avez un extrait de colonne du Chicago Sunday Tribune qui illustre le travail également de plaidoyer, de valorisation qui a été notamment engagée par Miss Potter Palmer. Alors revenons peut-être sur le personnage extrêmement atypique, issu d'une famille d'origine française, femme d'affaires, philanthrope, mécène et collectionneuse d'art américaine. Elle est issue d'une famille d'origine française. Son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateaux à vapeur qui reliait Louisville à la Nouvelle-Orléans. Et son père, Henry Hamilton Honoré, était un riche promoteur immobilier. Alors que Bertha était âgée de 6 ans, sa famille s'est installée à Chicago où elle a pu recevoir une éducation soignée. Il existe toujours une Palmer House, qui est un hôtel historique de la ville de Chicago, qui, je crois, appartient aujourd'hui à Hilton, et qui a peut-être inspiré justement cette idée de Woman Building, et dans lequel a été servi un dessert qui est aujourd'hui typique des États-Unis, le brownie, qui a été créé par un cuisinier d'hôtel en 1893 à la demande de Bertha Palmer. Alors, ce Woman Building, vous le voyez aujourd'hui, recourt à une architecture tout à fait atypique et il inspire très clairement la vision, l'idée du pavillon des femmes qui est aujourd'hui présent à Dubaï. Mais avant ça, il y a eu une influence très très forte en Europe du Nord et en particulier une aristocrate danoise qui a voulu initier à Copenhague une initiative plus ou moins similaire, une exposition de femmes et qui a eu lieu en 1895.
L'histoire est un peu triste puisqu'en fait, elle finira véritablement ruinée par cet expert. L'ensemble des pavillons qui sont représentés entendent témoigner, chacun à leur manière, ici vous avez en photo le pavillon américain, combien la liberté favorise la créativité, l'innovation et les opportunités. En termes d'opportunités, ici vous avez le guide historique de l'exposition Panama, California, qui s'était déroulée en 1915. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose d'échanger ensemble, de discuter à la façon dont l'Ardoise peut justement inspirer de nouvelles audaces architecturales, s'imprégner de nouveaux grands enjeux architecturaux et participer peut-être à de nouvelles expositions universelles. La prochaine aura lieu à Osaka en 2025 et vous savez que la ville de Rome est candidate pour accueillir une exposition universelle en 2030 autour du thème l'éternelle révolution. Alors, peut-être que c'est une opportunité pour redonner vie à des matériaux biosourcés, redonner un écrin aussi à la place que peut jouer l'ardoise demain dans la construction. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vais maintenant passer aux questions que vous pouvez faire remonter dans la bulle de discussion ou utiliser le micro si vous le souhaitez. La conférence est enregistrée et elle sera restituée en vidéo accessible notamment sur YouTube. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose d'ouvrir maintenant les questions et le débat.